Nous sommes le samedi 22 juillet 2023 et vous l'avez compris, c'est l'heure de l'émission Le Monde en 7. Dans cette émission, nous revenons sur les principaux sujets de l'actualité de la semaine pour refaire le débat. Et pour ce numéro, nous allons parler du Mali et évoquer l'adoption définitive de la nouvelle constitution. Nous parlerons aussi du sommet des BRICS. Poutine ne prendra finalement pas part. On ira du côté du Sénégal où deux membres de l'opposition ont recouvré la liberté. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo. Nous parlerons de l'éducation. Deux enseignants ont été exclus pour des violences sur des élèves. Nous sommes donc dans la zone éducative de la maritime. Voilà, bonjour, bonsoir à vous tous et merci donc de vous retrouver avec nous à l'heure de cette émission. Je reçois deux invités pour faire ce débat avec moi aujourd'hui. Il s'agit de Dominique Lacmont, qui est secrétaire général du mouvement Foupa en la force du Togo. Bonsoir Dominique Lacmont. Oui, bonsoir Samuel. C'est un réel plaisir de se retrouver encore. C'est vrai qu'avant d'être ici, j'ai parcouru notamment plus de 400 km pour être là. Donc, c'est pour confirmer la fidélité et surtout vous remercier pour la confiance que vous portez à nous. Donc, merci à vous et à votre direction et tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement depuis l'Aquéran. Je les salue également. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Nous recevons également Marcel Agbessinou. Marcel Agbessinou est journaliste et juriste. Bonsoir Marcel. Bonsoir Samuel et bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à toute la diaspora togolaise et à tous les Togolais qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays, sans oublier votre Auguste Plateau. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, on parlera donc du Mali. En premier, nous allons évoquer la nouvelle constitution du Mali qui a définitivement été adoptée. La constitution a proclamé, la Cour constitutionnelle a proclamé vendredi les résultats définitifs du référendum sur le nouveau projet de constitution. Le nouveau texte a été adopté avec 96,91% des voix. C'est donc des voix pour le oui contre 3,09% pour le non. C'est donc selon ces résultats que la Cour constitutionnelle du Mali a adopté la nouvelle constitution qui a été soumise au référendum. Le référendum a connu un taux de participation de 38%. Nous allons écouter, avant de faire le débat, le président de la Cour constitutionnelle du Mali. Il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2 dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. Article 3 dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Article 4 ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel du Mali. Les mots du président de la Cour constitutionnelle du Mali, vous l'avez entendu, donc ce projet de nouvelle constitution est définitivement adopté, sera publié au journal officiel. Il faut rappeler qu'il y a eu des requêtes qui ont été introduites devant cette Cour contre cette constitution, mais la Cour les a toutes rejetées une à une. Les requêtes émanaient des associations et partis politiques qui avaient par exemple demandé l'annulation du scrutin référendaire pour la raison que cela ne s'était pas déroulé sur l'ensemble du territoire, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Marcel Agbessinou, c'est le juriste que j'interroge premièrement. Lorsque la Cour constitutionnelle valide donc le référendum, ça veut dire que définitivement les dés sont jetés, le Mali est doté d'une nouvelle constitution. Effectivement, le Mali a tourné une petite page dans son histoire de la transition qui a été incarnée par, ou bien qui est toujours incarnée par les militaires au pouvoir. À sa tête, c'est
le président Assimi Goïta. Aujourd'hui, on peut dire que définitivement, cette épaille a été tournée. Si la Cour constitutionnelle vient d'entériner les résultats issus du scrutin du 18 juin dernier, il faut dire que avec succès, que cette Cour, bien qu'ayant mal vu de par le passé, par le régime ancien d'Ibrahima Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta. Boubacar Keïta, aujourd'hui la Cour est en train de corriger au moins sa visibilité, la tâche indélébile qu'il traînait depuis quelques décennies. Cette Cour vient de corriger une petite erreur qu'il traînait. Aujourd'hui, la Cour a confirmé les résultats globaux issus de ce scrutin. Parce qu'il y a certaines associations, certains partis politiques, certaines personnes de la société civile ont déposé leur recours. Ouais. Ont déposé leur recours au niveau de cette Cour et au niveau aussi de la Cour suprême, demandant l'annulation du scrutin parce que le scrutin n'a pas eu lieu sur toute l'étendue du territoire national au niveau du Mali. Mais aucune élection, aucun scrutin n'a eu lieu dans une nation ou bien dans un pays, quelle que soit la démocratie qui règne dans tel ou tel pays, il y a parfois des endroits qui échappent au scrutin. Donc, si aujourd'hui les recours sont rejetés et annulés, cela veut dire que ces recours sont dépourvus de bases juridiques, de fondements juridiques. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Mais Dominique Lacmon, la nouvelle constitution a adopté à 96,91% de oui. Mais il y a aussi l'autre chiffre dont on ne veut pas beaucoup parler, c'est les 38% de participation. Est-ce que ce n'est pas faible pour une constitution ? Oui, évidemment, j'attendais aussi répondu par rapport à ce que mon ami vient de le dire. Mais cette manifestation de cette Cour confirme le pouvoir autoritaire et paternaliste du colonel Assimi Goïta, qui ne veut pas attendre raison. Sinon, comment on peut organiser un référendum? Référendum, c'est l'avis du peuple qu'on doit consulter et que la grande majorité de ce peuple est mis à l'écart et que certaines associations qui se veut vraiment démocratique, un pays démocratique, fait des réclamations et que c'est la Cour balaye des revers de la main. Ça veut dire que quand j'ai vu le président de la Cour en train de parler, tu sens que c'est quelqu'un qui est sourd. Hein, c'est comme il dort à côté sa nuque est sur un scorpion et il doit faire avec. Il est en âme et conscience, il sait que ce référendum n'a pas eu lieu sur tout l'étendue du territoire. C'est de la grande majorité. Mais ce n'est pas parce que les autorités n'ont pas organisé, c'est parce que dans ces parties-là, il y a eu des violences, il y a eu des saccages. Oui, Assimi Goïta il ne devait pas être surpris par rapport à ça. Il le savait qu'il n'avait pas le contrôle du pays et que sa mission n'était pas là. Il n'avait pas cette qualité et cette compétence d'organiser ce référendum à l'heure actuelle. Pour l'heure, c'est de chercher à voir comment retrouver tout l'ensemble du territoire du Mali, quels que soient les efforts qu'il doit fournir jusqu'à la date de la transition, qu'il puisse organiser. Si c'était une élection peut-être, comme on le dit, présidentielle ou législative, on peut mais un référendum où on veut l'avis du peuple pour que le peuple puisse effectivement se pencher sur cette question clé. De la vie de leur pays et on prive cette partie-là, une grande partie, ça veut dire que le référendum là n'a pas vraiment sa place au Mali, mais comme Assimi Goïta veut à tout prix aller conserver tous ses pouvoirs, mais il va faire un passage en force et c'est ce qu'on est en train d'observer. Marcel Aguesino, est-ce que vous pensez que le fait que ce référendum n'a pas pu avoir lieu, surtout dans la partie nord du Mali, on pense à Kidal, on pense à Gao, on pense en tout cas à toutes ces localités du nord, est-ce que c'est une sorte d'épine, d'entache à cette feuille blanche-là? Non, ces présidentielles ont fait plus que ça. Assimi Goïta, aujourd'hui, il est en train de faire
un travail titanesque. Il est en train de faire un effort louable dans toute la région et dans toute l'Afrique. Le jeune colonel, il est égal à lui-même. Dire aujourd'hui qu'il est en train de faire un passage en force, que ce scrutin traîne tache d'huile, je peux dire sans embâche que c'est de jeter trop l'anathème sur le colonel. Parce qu'entre-temps, souvenez-vous, le régime déçu avait organisé des élections présidentielles, 2 mandats successifs. C'est le dernier il a été dans son dernier mandat. Et je voudrais parler de IBK. Il avait organisé les mêmes élections présidentielles. Lui, il a organisé des élections présidentielles. Mais ces élections présidentielles n'ont jamais ils n'ont jamais plébiscité par tous les Maliens. Il y a certaines parties du Mali qui ont échappé à ces élections. Il n'y a pas des élections, on n'a pas voté à ces endroits comme Kidal, Gao et Tchitchira. Aujourd'hui, l'histoire se répète seulement. Mais on regarde à travers Assimi Goïta qu'il est encore habillé, raison pour laquelle il est en train de faire peut-être un passage en force, alors qu'il est en train de pacifier peu à peu le pays. Nayo, Clopin, il est en train de faire son mieux par rapport à ses prédécesseurs. Donc, la région ou bien le territoire était tellement envahi par les djihadistes. Et si on parle de djihadistes, ce sont des groupes armés qui détiennent d'arsenal de guerre très lourd. Mais Marcel Agbessino, sur un plan, je veux dire juridiquement, une consultation référendaire qui recueille 38%, ça veut dire qu'on a 62% de Maliens qui ne s'y sont pas intéressés. Est-ce que c'est légitime? Oui, je peux dire que c'est déjà légitime et c'est légal. Étant donné que le jour du scrutin... Légal, oui. Légitime, parce que ce n'est pas le jour J. Il y a certains Maliens qui ont décidé à Vietnam de ne plus voter. On le sait. Il y a une décision individuelle, unilatérale de certaines personnes qui ne voient pas l'intérêt de la chose. Et aussi, ça rejaillit sur le score. On ne sait pas, ils sont ceux qui ont boycotté l'élection même, ceux qui ont décidé unilatéralement qu'ils ne vont plus voter. Ils ne sont pas quantifiables. Si c'est qu'ils sont quantifiables, on allait dire que voilà le retour. Et s'ajouter à 38% là, on va équilibrer les deux. Mais tel n'est pas le cas. Et il y a certains, bon gré mal gré, compte tenu de raisons de déplacement, il y a certaines régions, certaines zones qui sont vides d'hommes. Et il y a des déplacés. Donc ces déplacés, on ne peut pas attendre à Vietnam le retour, qu'ils reviennent avant qu'on ne fasse une élection référendaire. C'est un peu compliqué. L'État doit fonctionner, l'État doit continuer par aller de l'avant. Voilà à peu près ce que je peux dire concernant la légitimité de ce scrutin. Alors ici, nous le disons donc avec cette nouvelle constitution, le Mali quitte la 3e République pour la 4e République. Alors dans les faits, ce qui change, Dominique Lacmon, peut-être ça lui donne également raison quand il parle de dérive autoritaire, c'est que les pouvoirs du président de la République sont désormais hyper renforcé. C'est lui qui est responsable devant le Parlement et non plus le Premier ministre qui peut être nommé et démis de ses fonctions à tout moment. Le président peut directement saisir l'Assemblée nationale. On a une deuxième chambre, la chambre haute, le Sénat, qui également va voir le jour. Le français est rétrogradé au stade de langue officielle, au stade de langue de travail et non plus de langue officielle. Voilà autant de choses qui changent aujourd'hui dans le Mali. Oui, mais c'est quoi ça change dans le quotidien de la vie du Malien? Vous savez, tout ce que ces articles que Assimi Goïta a modifiés, c'est pour se conforter, tracer une route vers la conservation du pouvoir. Bon, normalement, ceux qui sont dans la transition n'ont pas droit de se présenter. Ah bon, laissons savoir, mais vu avec ce qu'il a taillé à sa mesure. Oui, avec ce qui est retenu dans cette nouvelle constitution, Assimi Goïta taille sa place vers, peut-être moi j'ai dit, vers un maintien à vie du pouvoir, parce que, et un pouvoir bien, comme tu l'as dit, autoritaire, paternaliste, il serait le... Non, moi je n'affirmais pas. Il serait le seul patron à bord du bateau. Ça lui plaît quand est-ce qu'il peut nommer qui il veut à la place qu'il veut. Est-ce que c'est pas finalement ça aussi qu'on veut? Lorsqu'on a un chef, on veut qu'il ait
tous les leviers parce que finalement, c'est lui le répondant. Mais c'est pas le ministre c'est personne, on l'a nommé, on peut le dégommer quand on veut. Je pense que la Constitution, pour faire une Constitution, c'est-à-dire voter une Constitution, il faut que la personne soit quand même légaliste. Il faut que ça soit une personne légale et légitime. Est-ce que Assimi Goïta est légal et légitime? Non. C'est tout part de la. Bon, il a prêté serment. Quel serment? Donc la Cour constitutionnelle l'a reconnu. Est-ce qu'Assimi Goïta a un mandat du peuple malien? Nous ne parlons pas forcément de ça. Oui, mais actuellement, c'est que quand tu n'as pas un mandat du peuple, le peuple ne t'a pas confié un mandat et que tu es arrivé au pouvoir par un coup, mais un coup d'État, il faut peut-être que gérer cette transition de façon qu'un homme légal et légitime arrive au pouvoir et prenne la question du développement, c'est-à-dire que les questions clés du pays en marche. Aujourd'hui, vous voyez sur le comportement du colonel Assimi Goïta, mais ça reste à désirer. On ne sait pas quelles sont ses ambitions. Est-ce où il veut conduire le Mali vous voyez tout ça et tout. Mais c'est vrai que vous avez cité la France, la langue française est devenue une langue de travail. Ça ne dérange personne, que ça soit une autre, il peut mettre ça même langue des toilettes, ça ne nous dérange pas. C'est que les Maliens attendent que ça soit des choses qui amènent le Mali vers un développement. Vous voyez? Donc quand on dit on va chasser l'amunissement, on veut faire tel projet, ça n'apporte rien dans le quotidien, dans la vie quotidienne des Maliens. Assimi Goïta veut tout et simplement conserver son pouvoir à travers cette nouvelle constitution qui passe que moi je considère un passage en force parce que il devait écouter. Mais n'est pas sans savoir ceux qui réclament l'annulation pure de cette constitution. Mais il y a évidemment le mouvement de l'imam Diko. Oui. Mais c'est cet imam-là qui a mis à feu le pouvoir de IBK et qui a par quoi Assimi Goïta a trouvé un prétexte pour déposer IBK. Aujourd'hui, c'est ce mouvement-là, c'est ces personnes-là, c'est ces gens-là que Assimi Goïta fait fi pour aller en force. Dites-moi, est-ce que en réalité il est là pour écouter l'ensemble des Maliens ou pour le peuple, il est là pour le peuple malien ou bien pour ses propres intérêts égoïstes que je suis en train d'observer? D'accord. Alors je le disais également, ce qui change dans cette nouvelle constitution, c'est l'introduction du Sénat. On a l'impression que ça devient aussi une nouvelle donne pour beaucoup d'États aujourd'hui. La France a un Sénat, donc tous ces pays introduisent le Sénat. Pour quel motif, on ne le sait pas. Mais pour un Mali où aujourd'hui on a besoin d'argent, de dégager des fonds pour concentrer sur la situation sécuritaire, est-ce qu'une sombre budgétivore est ce qui va sauver le Mali? Non, c'est pas... Quel est l'intérêt du Sénat pour un pays comme le Mali? La nouveauté qui a été introduite dans la nouvelle constitution promulguée, adoptée définitivement par la Cour constitutionnelle, et les jours à venir va être promulgué par le chef de l'État, Assimi Goïta. C'est une constitution qui a inséré des garde-fous, qui a renforcé d'une manière ou d'une autre le pouvoir du président d'Assimi Goïta et de son entourage. Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit ou bien du président de la République du Mali? C'est le président de la République aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il est en train de voir le mal à l'horizon, raison pour laquelle il est en train de chercher les garde-fous pour se faire protéger et protéger son entourage pour être amnistié. Même la nouvelle constitution a parlé d'une manière ou d'une autre l'amnistie. Oui. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta, si nous allons comparer un peu ce qu'il est en train de faire au Mali par rapport à dans les années 91-92 au Togo, il y a le pouvoir, il y a la vassalisation du pouvoir de la primature à Lomé II. Il y a le pouvoir vassal de la primature à Lomé II, raison pour laquelle les Togolais sont entendus entre-temps pour dire non. Et il faut faire une transition. S'il y a une transition, si on parle des autorités transitoires, on ne peut pas dire que ces autorités transitoires ne sont pas légitimes ni légales. C'est le peuple, à travers des assises nationales, qu'on décide que finalement, on trouve une solution à un problème donné. C'est la raison pour laquelle il y a des transitions de par le passé et aujourd'hui au Mali. Assimi Goïta ne fait que incarner le pouvoir qu'on lui a donné les Maliens.
Les Maliens ne l'ont pas donné. Non, aujourd'hui, qui est dans la rue au Mali dire que Assimi Goïta n'a qu'à quitter? Non, personne. Il ne faut pas dire ça. Il a eu mais je suis pas d'accord au moins une frange de la population. Non, d'ailleurs une majorité de la population les évaluez avec quoi? Soudée derrière lui avant. Oui, mais cette majorité, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. Mais voilà, à travers la majorité, je l'ai dit ici, que peut-être parfois, il y a certains qui ont décidé volontairement et unilatéralement de ne plus voter. On ne peut pas les forcer. Je peux toutefois être votre fan, mais pas forcément le jour J voter pour vous. Mais il y a certains fans qui supportent des joueurs. Mais allez jusqu'au betting ou bien rivalité ou bien boxer pour ce joueur qui peut être très loin d'eux. Il y a certains qui décident de ne plus faire ça. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta a renforcé bien, c'est vrai, son pouvoir. Et il a relégué au calendrier grec la langue française qui devient automatiquement une langue de travail. Elle a été, cette langue française a été depuis fort longtemps au Mali une langue officielle et de travail. Mais si on dit aujourd'hui qu'on relève, elle n'est plus langue officielle, langue de travail, bon, ça rien ne change à ce niveau, moi je vois. Mais là où moi je salue un peu, bien je salue totalement cette constitution, est que ce pouvoir des Maliens qui vacillent de Bamako à Paris s'arrête. La pagaille, cette pagaille s'arrête entre les autorités françaises et les autorités maliennes. Ne nomme plus des présidents de la République malienne un Français, des autorités françaises qui veulent. Bon, je ne sais pas si ça vient de Paris ou pas. En tout cas, je sais qu'Ibeka avait été élu par les Maliens avant que le coup d'État ne vienne le renverser. Autre question sur le sujet, hein, l'autre nouveauté de ce test, Dominique Lacmon, c'est que la question du nomadisme politique est réglée. Ça veut dire quoi? S'il y a un élu de l'Assemblée nationale, un député qui souhaite intégrer un autre groupe politique que celui avec lequel il a été élu, eh bien, il devra simplement démissionner et se représenter devant les électeurs. Ça, c'est une bonne chose aussi. Hein. Mais démissionner, se représenter devant les électeurs à travers quelle élection? Une autre élection, comment? C'est-à-dire que je suis déjà élu député. Peut-être que... ça dit vous êtes député d'un parti, vous le restez. Voilà. Jusqu'à la fin. Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a plus... il y a quand même des transhumants politiques. Je peux être élu... C'est ce qu'on veut éviter. Bon, donc ici, peut-être que vous pouvez... C'est-à-dire vous ne changez pas de groupe parlementaire, si je comprends bien, parce qu'on ne peut pas vous obliger à rester fidèle à un groupe. Pour le faire... Vous pouvez rester indépendant. Oui. Assimi Goïta, en faisant ça, c'est parce qu'il sait qu'actuellement, après avoir su tailler cette place cette place bien confortable avec beaucoup de plein de pouvoir, il ne voudrait pas que les gens l'échappent quand ils l'auront, parce qu'avec quelqu'un qui se comporte de cette façon, il y a de ces hommes intelligents, de ces hommes politiques qui peuvent le faire croire au début qu'ils sont avec lui, mais en entrant en politique peuvent transhumer pour aller vers d'autres partis. Mais il le sent très bien que c'est comme ça, et tout le monde n'est pas avec lui. Pour assurer son arrière, il peut mettre un texte comme ça. Ça veut dire, vous croyez définitivement qu'il a fait cette constitution pour lui-même? Pour lui-même, c'est une constitution taillée sur sa mesure. Ça, il faut le reconnaître, et qui trace la voie à Assimi Goïta pour conserver le pouvoir à vie même, je peux le dire. Parce que, vous savez... Bon, les mandats restent toujours limités à deux. Hein. Oui. Mais je voudrais revenir sur ce que mon ami l'a dit. En réalité, si Assimi Goïta écoutait vraiment le peuple malien, cette élection, c'est-à-dire ce référendum, devait lui conforter qu'il est en toute illégalité. Il n'a pas la majorité du peuple. Quand tout le monde criait que Assimi, tous les Maliens sont derrière Assimi, que personne ne pouvait même critiquer Assimi Goïta. Mais à travers ce référendum, Assimi Goïta a trouvé sa place. Et c'est que tous les Maliens ne veulent pas à la tête du pays. Il faut qu'ils comprennent cela. Et donc, il essaie de tourner et chercher des choses par force, mais en réalité, d'abord même, il passe à côté de sa mission. Sa mission, il n'a pas les compétences pour organiser d'abord ce référendum. Il n'a pas la légalité et la légitimité. Et tout ça, ça veut dire que tout ce qu'il ferait est toujours illégitime et illégal. Voilà. Donc, purement simplement... Non, si je voudrais... Oui. Bon, je peux toutefois je ne vous
vous faites pas trop de remarques, mais je voudrais porter à votre connaissance que dire que Assimi Goïta n'est pas légitime, c'est remettre en cause la communauté internationale qui l'ont invité entre-temps. Au niveau de la tribune des Nations Unies, c'est parce un pays qui n'est pas légitime, les autorités en place qui ne sont pas légitimes, n'ont pas leur place devant le Conseil des Nations Unies. Ce Conseil des Nations Unies a invité le ministre des Affaires étrangères, on a invité l'État malien. Il vient entre Bamako et Washington entre-temps pour plaider, pour défendre leur transition. Donc, ce sont des autorités légitimes. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères universels aujourd'hui pour remettre en cause tel n'est pas légitime, tel est légitime. Alors que au Tchad, c'est la même situation qui a eu lieu. Mais les Français sont courus derrière le défunt, l'enfant du président défunt, et ils l'ont... D'accord. Donc, je vais me justifier, lui dire que, en fait, c'est quoi? Pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas cette légitimité d'organiser? D'abord, quand il a pris le pouvoir par la force, il y a eu des assises. Et dans la charte des transitions, c'est de conduire cette transition pour pouvoir déboucher à l'organisation d'une élection. Tout ce qui se fait là fait partie du processus. Non, mais le référendum, c'est une élection. En fait, le référendum touche c'est la vie même d'une nation en fait. Mais pour que la personne puisse toucher la vie de cette nation, il faut qu'il a le mandat du peuple. Assimi Goïta maintenant demande la vie du peuple pour une élection référendaire. Est-ce que lui-même il a ce mandat de ce peuple-là? Est-ce qu'il porte le flambeau? Il porte le mandat du peuple? Non. Pas du tout. Donc, il ne peut pas appeler un peuple qui ne l'a pas confié une tâche. Voilà l'échec l'échec cuisant que ce peuple-là a infligé à travers ce référendum. Parce qu'il n'a pas ce mandat du peuple malien. Voilà là où moi je vais justifier qu'il est illégal. Donc, il n'a plus compétence et qualité pour organiser ce référendum. Mais dire qu'il n'a pas compétence et qualité pour incarner la République malienne, c'est pour organiser le référendum. Nous parlons de référendum. Les grandes décisions, les grands tests qui... On va évoluer. En toute façon, à l'heure où nous parlons, le Mali donc a viré dans la 4e République. On verra donc l'avenir nous édifiera. Nous passons au second sujet, c'est le sommet des BRICS qui doit se tenir en Afrique du Sud. Eh bien, c'est la fin d'un long suspense parce que depuis plusieurs mois, la question revenait, le président Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, pourra-t-il participer à ce sommet en Afrique du Sud? Puisque, vous le savez, le président a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Eh bien, l'Afrique du Sud étant partie au traité de Rome qui instaure ces pays a obligation d'arrêter le président s'il foulait le sol sud-africain. Alors, cela faisait débat depuis. Eh bien, c'est finalement tranché. L'Afrique du Sud qui préside les BRICS et qui accueille le sommet du 22 au 24 août. C'est le 15e sommet. Eh bien, Vladimir Poutine ne viendra plus. Voilà qui rassure Pretoria. Nous écoutons rapidement le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Son porte-parole s'est exprimé sur la question. President Ramaphosa has, over the last couple of months and weeks, au cours des derniers mois et des dernières semaines, le président Ramaphosa a mené plusieurs consultations sur l'accueil par l'Afrique du Sud du sommet des BRICS qui se tiendra le mois prochain. Ce sommet réunira les dirigeants du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud d'un commun accord. BRICS member states. President Putin will not be attending the summit. However, Russia will be represented by its foreign minister, Minister Lavrov. Alors, vous l'avez peut-être compris, hein, la doublure a disparu là-bas, mais ce que dit le porte-parole, c'est que d'un commun accord, eh bien, les pays du BRICS se sont entendus pour que le président russe, Vladimir Poutine, ne soit pas présent à ce sommet. Il sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, le ministre Sergueï Lavrov. Dominique Lacmon, c'est une épine qui sort des chaussettes sud-africaines. Oui, l'Afrique du Sud, à travers l'organisation de ce sommet, était sous deux feux. Ce sommet qui était marqué par la présence de Vladimir Poutine, qui est aussi poursuivi par la Cour pénale internationale, dont l'Afrique du Sud est membre des signataires. Mais
l'Afrique du Sud se voyait entre une tenaille. Est-ce qu'il faut vraiment faire arriver Vladimir Poutine sur son sol et l'arrêter ou le laisser repartir pour aller contre le traité de Rome qui régisse les pays membres de la CPI. Donc je pense que ça a été une autre bataille que le président Cyril Ramaphosa a dû faire, et surtout qu'il était aussi secoué par son opposition qui réclamait qu'une fois que Vladimir Poutine foulait le sol sud-africain, qu'il soit arrêté. Mais Cyril Ramaphosa ne se voyait pas arrêter Vladimir Poutine. C'est déclarer la guerre à la Russie. Qui peut l'arrêter? Et voilà, il n'y a personne qui peut l'arrêter, mais Cyril Ramaphosa ne voudrait pas que ça commence par son pays. Et il a dû négocier parce que Vladimir Poutine, en voulant imposer la taille, c'est-à-dire que l'homme qu'il incarne, il est le président d'une grande puissance qui dit son nom, voudrait imposer à Cyril Ramaphosa qui lui va participer à ce sommet, mais quitte à Ramaphosa de lui garantir, de lui donner ces garanties-là. Mais vu le contexte, les forces qui entourent le pays, mais il s'est dit non, mais il ne peut pas l'accueillir, il peut pas, il a dû entrer dans les négociations et Vladimir Poutine a dû comprendre pour suspendre sa présence. Maintenant, l'autre chose, cette cour pénale internationale qui a mis un mandat d'arrêt contre Poutine. Moi, j'ai dit il faut faire les choses à la taille de nos moyens. Est-ce qu'ils sont sûrs que Vladimir Poutine serait arrêté dans un pays comme ça, qu'il s'est présenté, Vladimir Poutine, président de la Russie que tout le monde connaît, serait facilement arrêté dans un pays où on le contraint de ne pas participer? Peut-être c'est ce contraint-là, mais j'aurais, si dans un pays comme la Chine, Vladimir Poutine va se déplacer sans un autre souci. Mais l'Afrique du Sud, vu sa taille, les forces en présence ne pouvaient pas accepter pour accueillir Vladimir Poutine. Mais l'autre chose, pourquoi c'est Vladimir Poutine qui est poursuivi dans cette guerre? Il y avait d'autres présidents occidentaux qui devaient être poursuivis, mais la Cour n'a pas réagi. C'est en cela, moi, je critique cette Cour pénale internationale. Pourquoi Sarkozy n'a pas été arrêté quand il a bombardé le Mali, comment le Mali, la Libye. La Libye, ouais. Mais ça, on a vu comment la Libye a été détruite par les forces françaises et soutenues par les États-Unis. Mais la Cour pénale était où à ce niveau? Je pense maintenant, c'est le cas de Poutine qui est arrivé et cette Cour pénale sort les tests pour l'arrêter, mais on verra si c'est qu'elle sort. Poutine serait vraiment arrêté. Il y a un poète qui disait que selon que vous serez riche ou pauvre, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. Alors cette Cour pénale internationale, si on devait donner les avis là-dessus, en tout cas, Marcel Agbessinou, aujourd'hui Vladimir Poutine ne va pas arriver au sommet des BRICS. Vous pensez que ça a dû être négocié, on a dû le convaincre, ne viens pas, sinon nous serons dans l'obligation de t'arrêter? Oui, je peux dire que les discussions de couloir ont réussi et les conventions entre Moscou et Pretoria ont également porté aussi leurs fruits. Poutine, bon, c'est un militaire, quoi qu'on dise, c'est un corps habillé. Oui, il était du KGB. Oui, c'est quelqu'un qui s'il prend une décision, il assume. Étant donné qu'il a annoncé sa présence à ce sommet de Brice, il n'y a pas d'ambiguïté qu'il fait volte-face. Peut-être c'est à cause de cette discussion et la sécurité, l'intégrité, la préservation de l'intégrité de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, que peut-être il a dû faire marche arrière en acceptant qu'il ne viendra plus à ce sommet, mais il se fera se faire représenter par son ministre des Affaires étrangères. Une nation, c'est aussi de préserver l'intégrité physique des citoyens. Si tu es chef d'État et la destinée ou bien l'intérêt général de ton peuple ne te dérange en rien, c'est comme si tu es un chef d'État mauvais. Donc, si nous analysons un peu ce que Ramaphosa, le président sud-africain, a publié le 18 dernier, que bon, il a eu à négocier sur la demande de l'Afrique du Sud,
que le président Poutine ne viendra plus à ce sommet, je peux dire que d'abord, il a évoqué que arrêter Poutine, c'est comme une déclaration de guerre. Oui, ça c'est clair. Vous arrêtez un président de cette envergure, de cette taille. Vous voyez même la nation même russe. La nation russe, c'est pas une nation comme les nations du Sud. Les nations du Sud, c'est une nation, le grand pays du monde. Donc, c'est un grand pays du monde qui gêne tant, qui gêne les États-Unis, qui gêne même l'Occident en général, l'OTAN en général. Et vous allez vous permettre de l'arrêter comme ça dans un pays du Sud, en Afrique du Sud, Afrique même, qui a d'ailleurs un problème de la démocratie, d'un système de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Et maintenant, vous allez vous permettre d'arrêter Poutine chez vous. Dans quel contexte on va l'arrêter? Les Occidentaux vont descendre ici, ou bien l'armée, la CPI va envoyer dans quel contexte pour l'arrêter, on ne sait pas. Peut-être ça va faire de bousculade, même ce jour-là, peut-être la Russie va essayer de larguer tous ces arsenals de guerre là, les missiles de longue portée, ça tente je ne sais pas, pour préserver l'intégrité de l'État sud-africain, raison pour laquelle on a décidé qu'ils ne viennent pas. Et aussi la pression de l'élite intellectuelle sud-africaine aussi, peut compter la société civile, l'opposition, etc. Voilà à peu près c'est une bonne décision quand même. Dans le cas de l'Afrique du Sud, vous vous rappelez 2015, il y avait eu un scénario pareil où le président soudanais d'alors, Omar el-Béchir, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, la même CPI toujours, était venu en Afrique du Sud. La pression avait été mise sur Pretoria de l'arrêter. Jacob Zuma était alors chef de l'État, mais personne n'a arrêté Omar el-Béchir qui a encore quitté tranquillement le pays. Donc finalement, on comprend que même si c'est un président d'un pays qui n'est pas aussi grand que la Russie, ça aurait été très difficile d'arrêter un chef d'État dans un pays étranger. Mais c'est vrai, mais parce que c'est vrai qu'on a signé des textes d'appartenance qui régissent le fonctionnement de la CPI, mais arrêter un président de la République, d'abord quand un président se déplace pour un autre pays, c'est qu'il y a des relations. Oui. Il y a des relations qui existent et il y a sur des questions importantes, les deux dirigeants veulent se rencontrer et maintenant tu invites ton ami pour des questions cruciales et tu vas l'arrêter pour la CPI. Mais vraiment, il faut faire le choix, comme l'a décrit l'autre. Le choix, c'est l'intérêt d'abord du pays, pas l'intérêt pour satisfaire des quelconques textes. Non, pas du tout. Et c'est peut-être que c'est dans ce contexte-là, peut-être que Cyril Ramaphosa ne voudrait pas répéter. Parce que sûrement, après que Omar el-Béchir avait foulé le sol de l'Afrique du Sud sans être inquiété et retourné chez lui, peut-être il y a eu des impacts des impacts peut-être négatifs dans la relation sud-africaine et les pays qui dirigent, qui incarnent la CPI. Là. Il faut pas aussi perdre de vue que la CPI est manipulée aussi par d'autres puissances. Voilà. C'est le joker des puissants. Voilà. Et ces pays qui l'utilisent, peut-être les relations ont été quand même tendres. Et Cyril Ramaphosa a fait cette lecture, ne voudra pas que cela se répète, a dû convaincre le président Poutine de rester. Et dans ça, je pense que c'est le Cyril Ramaphosa qui sera gagnant en fait. Parce que Poutine insistait, Poutine sait qu'il pouvait fouler le sol sud-africain est rentré chez lui sans inquiéter. Poutine ne se voyait pas aller se faire prisonnier en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a quel moyen pour mettre Vladimir Poutine en prison? Je ne sais pas dans quelle prison même on va garder. L'arrêter et le remettre à la CPI. Mais à 24 heures, arrêter Poutine, le conserver où? Mais ici, c'est comme ça. Il faut que cette cour pénale descend avec son arsenal pour arrêter Poutine. Voilà. Mais n'oubliez pas les relations aussi, les relations sud-africaines et la Russie. Très bonnes. Très bonnes. La Russie. L'Afrique du Sud n'a jamais condamné. N'a jamais condamné l'agression russe en Ukraine. Et cette relation, c'est pas rien et c'est pas du tout. C'est pas maintenant que dans leur contexte du sommet qui va se permettre d'agir sur quelqu'un comme Poutine. Marcel. Oui, non, il a évoqué un cas important tout à l'heure. Il a dit que
cette cour internationale qui est la CPI a été influencée par les grandes puissances. C'est vrai. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis ne font pas partie, ne sont pas au traité de Rome. Parce que les États, jusqu'à ce jour... La plupart des pays puissants ils ne sont pas... On a obligé les petits pays, les États dits pauvres à y adhérer. Aujourd'hui, ils comprennent qu'ils se sont fait avoir. Voilà, c'est ça. Donc, les États-Unis, ils ne sont pas membres de la CPI. Mais c'est eux qui tapent dans l'ombre, qui tapissent dans l'ombre, et c'est eux qui arrêtent. Et c'est eux qui condamnent les autres présidents légalement et légitimement instaurés. Alors, si tu n'es pas membre d'une institution, pourquoi tu dois chercher à influencer cette institution? Poutine aussi, avec sa Russie, ils ne sont pas membres du traité de Rome ni de la CPI là. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas membres, juridiquement, il y a un autre débat qui se pose. Le traité n'est pas opposable à vous. Tant que tu n'es pas parti à ce traité, mais ils vont parler de la justice. Le traité n'est pas opposable à toi. Du droit international. Mais eux, peut-être, ils vont parler du jus cogens, qui est une norme internationale impérative, acceptée comme étant le droit. Donc, tout ça là, c'est un autre débat juridique que les grandes puissances aussi vont analyser entre eux. Je voudrais quand même qu'on revienne et qu'on dise un mot sur le BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le S, c'est South Africa, c'est dit en anglais. Alors le BRICS, ça réunit donc ces pays qui sont quand même des puissances émergentes, qui constituent une sorte d'alternative à l'hégémonie des deux grands blocs dans le monde, surtout le bloc occidental. Nous allons écouter l'une des organisatrices donc de ce sommet du BRICS qui en dit quelques mots. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud préside actuellement les BRICS et nous avons convenu de nous concentrer sur les BRICS et l'Afrique en tant que domaine thématique clé axé sur l'accélération des partenariats entre l'Afrique et les pays des BRICS et d'orienter ces partenariats vers une croissance accélérée et inclusive. BRICS is a different structure. Les BRICS sont une structure différente, une nouvelle organisation fondée sur les principes d'égalité, de respect mutuel, de consensus, de non-ingérence et d'adhésion stricte à la Charte des Nations Unies, à tous ses principes et à ses liens réciproques. To the United Nations Charter, to all its principles in their interlinkages. Voilà donc ces propos-là on comprend donc que le BRICS, comme je le disais, est cette alternative. Dominique Lacmont, dans le BRICS, nous sommes avec quand même plus du quart de la population mondiale, puisque quand on prend Chine et Inde réunis, on est à plus de 2 milliards d'habitants, donc c'est plus du quart de la population mondiale. Est-ce que ici c'est une force qui peut concurrencer les deux gros blocs, notamment le bloc occidental? Oui. Ils ont bien compris le système qu'utilisait ce bloc occidental où, avec certaines, je sais pas, critères ou principes, déclasser les pays. Avant de mettre BRICS en place, il y avait entre-temps nos pays qui étaient qualifiés de pays sous-développés. On a commencé des pays du tiers-monde sous-développés. Maintenant, on est un pays en voie de développement. Et jusqu'à arriver les pays, les G4, les G10, G20, G7. Bon, tout ça là, c'est pour, je sais pas, les gens classent les pays pour se mettre en bloc pour pouvoir exploiter les autres avec certains critères où on vous interdit vous n'avez pas arrivé à tel nombre vous n'avez pas tel critère pour accéder à tel financement et tout ça juste pour nuire les autres pays. Et eux, ils ont compris. La Chine, avec sa population, le pays le plus peuplé, c'est les deux pays les plus peuplés au monde se retrouvent là
là-bas, l'Inde, la Chine, qui ont des populations très importantes, et notamment le plus grand pays qui est aussi plus vaste, qui est un continent, qui est la Russie, et ils ont compris de se mettre ensemble pour constituer une force. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un part de marché, et ça fait part en termes d'échanges économiques et tout, et ils peuvent constituer une force importante qui ce bloc constitue maintenant pour faire face. La preuve, on dit d'arrêter Poutine, mais dans l'air, il ne veut pas. Ce n'est pas un pays comme l'Afrique du Sud ou la Chine, l'Inde qui pourrait arrêter Poutine et dans cette histoire. Donc ça constitue un bloc qui peut aussi faire face aux autres blocs comme un bloc occidental manipulé par conduit par les autres puissances qui sont à la tête, à l'hégémonie du monde. Marcel Agbessinou, le BRICS, aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est quand même très puissant, c'est une population très grande. Économiquement également, ça pèse. Économiquement, ça pèse. Si on cite l'Afrique du Sud d'ailleurs, l'histoire de l'Afrique du Sud ne vous échappe pas. L'Afrique du Sud, c'est une nation qui a pratiquement toutes les institutions de ce monde. Il y a l'armement même, il y a l'armée sud-africaine même, c'est la plus puissante armée en Afrique. La plus, je ne sais pas, parce qu'il y a l'Égypte qui est là. Voilà, l'Égypte est bon. Après l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud. C'est une nation aussi qui a été historiquement dominée par certains blancs. Et l'apartheid a mis fin à tout avec la condamnation de le président feu Nelson Mandela. Après Afrique du Sud, si nous remontons au niveau des grandes puissances, l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde, c'est une puissance. C'est une puissance à ne pas négliger. Puissance économique aussi, vers militaire. Et la Russie, n'en parlons plus. La Russie aujourd'hui est dominée. La Russie, c'est une puissance qui est en train de sauver les pauvres, les pays qui sont un peu dominés par les colons là, par l'Occident. La Russie, elle est présente au niveau de Centrafrique, Mali. En tout cas, elle conquiert beaucoup de pays aujourd'hui. Avec sa puissance militaire, on peut dire que c'est une grande puissance économique. Vous avez la Chine et militaire. Qui maintenant, la Chine peut-être même la première puissance économique du monde aujourd'hui. Du monde. Ouais. Mais la Chine, avec sa population, 1,5 milliard et quelques, si vous avez une forte population, c'est d'abord une ressource, c'est-à-dire ressources humaines, ça fait la part du marché. Disponible. Ouais. Vous avez le marché, la consommation. Vous avez c'est ce que ces blocs nous interdit en Afrique. On ne veut pas qu'on fasse des enfants. Limiter les enfants. Étant donné que ces Occidentaux, ils ont su vite comprendre qu'avec une forte population, on peut toutefois se développer en un rien de temps. Ils ont envoyé des experts pour faire des campagnes pour rabaisser la natalité en Afrique, que non, faire produire beaucoup d'enfants, c'est pas bon. Alors que la Chine, ce qui aide la Chine aujourd'hui, c'est sa population, c'est sa natalité. Donc la Chine, avec sa population réunie avec les quatre autres là, ça donne déjà une puissance. Donc BRICS constitue une puissance. Et ce que le ministre des Affaires étrangères russe venait de dire, que la non-ingérence, il a évoqué un cas que BRICS ne prône pas la non-ingérence. Si on veut caricaturer... Prône la non-ingérence plutôt. C'est que la non-ingérence, c'est comme si eux, ils ne voulaient pas la non-ingérence. C'est un message fort qu'il est en train de lancer aux Occidentaux qui sont là à s'ingérer dans les affaires des autres États. Oui, c'est ce que je dis, ça dit BRICS prône la non-ingérence. Voilà, c'est ça que je dis. D'accord. Mais si on va rendre l'antenne, si vous permettez, le temps de suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on sera de retour pour la deuxième partie.